Bienvenue à toutes et tous, bienvenue à toute la communauté Nexi de ce Nexi 2020. Bienvenue dans cette conférence internationale intitulée « Les nouveaux modèles organisationnels de l'emploi et de la formation à l'ère du numérique ». Et ici, je suis ravi de recevoir de belles actrices et de belles acteurs pour cette conférence. En plateau avec moi, nous avons Catherine Galatoire. Catherine est directrice commerciale et marketing du groupe CBO Territoria. Elle définit puis déploie chez nous ici la stratégie du groupe sur les marchés notamment de l'habitat et de l'immobilier d'entreprise. Vous avez, Catherine, plus de 25 ans d'expérience professionnelle en métropole et dans la zone océan Indien autour des nouvelles formes de travail, autour du customer centric, à la fois en B2B et en B2C. Et vous travaillez ici notamment sur des notions de coworking, télétravail, desk sharing, entrepreneuriat. En tout cas, merci d'être là et bonjour à vous. Juste à côté d'elle, nous avons Elisabeth Péguillan. Bonjour Elisabeth. Elisabeth, après plus de 7 ans passée ici à la tête de la Technopole, vous poursuivez votre engagement dans l'innovation réunionnaise en tant que maire du village Baïséa, c'est juste à côté de chez nous, qui est un lieu d'hébergement et d'accompagnement et d'accélération de start-up ici à La Réunion. Vous avez plus de 20 ans d'expérience internationale dans les domaines du marketing, du commercial, de la communication, de l'animation de réseau et notamment ici à La Réunion et en métropole dans des grands groupes. Et de l'autre côté du plateau, nous avons Stéphane Colombel. Bonjour Stéphane, bienvenue. Stéphane, vous êtes professionnel depuis plus de 20 ans dans l'ingénierie de formation. Vous avez développé une expertise tant sur les métiers, la gestion des RH et les enjeux entre le travail et l'entreprise. Vous êtes aujourd'hui directeur de l'ESIP, qui est une école supérieure d'informatique, et président d'OSIPRO, organisme supérieur d'ingénierie de production dans l'océan Indien. Vous êtes également actuellement le président de l'association Digital Réunion, en charge de la structuration de la filière du digital ici. Merci d'être là aujourd'hui et ravi de vous avoir, Stéphane. Et en duplex, si je peux me permettre l'expression, nous avons également avec nous Anne Caron. Anne Caron, vous êtes conférencière, auteure, consultante internationale et vous avez passé plus de 10 ans en tant que cadre supérieur. Alors, le poste exact était People Strategy Expert au sein de Google. Vous avez maintenant, depuis 2015, créé votre cabinet de conseil et d'aide pour bâtir des organisations performantes et positives au sein des startups. Et vous avez développé cette belle méthodologie dans un livre, alors intitulé en français parce qu'il est en anglais, De 0 à 1000, le manuel d'organisation pour les startups. En tout cas, merci d'être là. Bonjour Anne. Et de l'autre côté, en duplex, nous avons également Arnaud Lacan. Arnaud, bonjour. Vous êtes docteur en sciences économiques et diplômé de sciences politiques. Arnaud, vous êtes également professeur dans l'école supérieure KEDGE, qui est une école supérieure de commerce. Et vous dirigez depuis maintenant près de 3 ans la chaire de recherche sur le travail indépendant et les nouvelles formes d'entrepreneuriat, avec pour l'ambition d'apporter un éclairage un petit peu, et notamment aujourd'hui, sur le travail de demain. Vous êtes également directeur adjoint du programme des grandes écoles de la formation initiale et chercheur associé à l'Aix-Marseille School of Economics. Donc je vais commencer par vous Arnaud et Anne. Je vais vous laisser à peu près 7 minutes et on va faire très simple, c'est-à-dire que la question que je vais poser, ça va être la question de la conférence, tout simplement, et me donner quelques grandes lignes autour de ces nouveaux modèles organisationnels, peut-être plus sur l'emploi, en tout cas sur vos connaissances, plus sur l'emploi, l'organisation et un petit peu de formation, mais on va peut-être aller plus sur l'emploi. En plus, c'est vrai que le contexte actuel encourage plutôt d'aller sur cette voie-là. Du coup, on est bon ? Je vais bien commencer. Alors moi, je vais plutôt le prendre d'un point de vue organisationnel, en fait. Enfin, moi, le travail que j'ai fait, c'est essentiellement avec les startups. C'est un travail de vraiment repenser l'ensemble des modèles qu'on utilise et d'essayer de se demander si toute la complexité des processus et des organisations, des structures que l'on a en place en entreprise sont vraiment nécessaires. Et donc là où j'ai eu beaucoup de chance, où je suis allée, là où c'était facile, c'est que j'ai travaillé avec des startups où en fait il n'y a rien. Et donc du coup la question se pose de savoir est-ce que ça vaut la peine de rajouter de la complexité, est-ce que c'est nécessaire.
Et alors là où moi j'ai trouvé ça très intéressant, c'est qu'en fait, en cherchant et en essayant de comprendre en fait la logique que l'on a aujourd'hui dans les organisations, que ce soit en termes d'architecture, en termes de performance, en termes de motivation, de reward, enfin de reconnaissance. En fait, tous les modèles que l'on utilise, ce sont des modèles qui sont vieux de plus de 150 ans, qui ont été essentiellement mis en place pendant la période d'industrialisation, quand on avait les personnes qui travaillaient à la chaîne. Et donc, à ce moment-là, on regardait énormément comment les motiver. On pouvait faire le système de la carotte et du bâton. On regardait un mode de production qui était de l'output. Donc, on regardait les pièces qu'ils fournissaient. Et donc, les systèmes qu'on a avec les performance reviews, un management qui est très top-down, enfin très en contrôle et hiérarchique, ça fonctionnait. Or, aujourd'hui, on a des modes de travaux où plus de 70% des métiers, et surtout donc, dans les startups, c'est des métiers col blanc où on demande aux gens de réfléchir. Et en fait, la performance, ça va être essentiellement de l'input, c'est-à-dire comment mettre en place une stratégie, comment régler un problème, comment trouver une nouvelle idée, etc. Et en fait, quand on repense à la manière dont on fonctionne et ce qu'on recherche du travail en termes de résultats, les modèles que l'on a aujourd'hui ne permettent pas de mesurer ça avec des chiffres. Et en plus, les recherches ont prouvé que plus on utilisait ces modèles de carotte et le bâton, de reward, de mettre le bonus à la fin de l'année, etc., c'était en fait contre-productif. On se retrouve à avoir une performance moindre. Donc, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, le Covid a effectivement fait beaucoup de mal, mais je trouve qu'il a accéléré énormément de réflexions par rapport à comment on repense l'univers du travail et notamment comment on essaye de faire confiance aux personnes et finalement être obligé de sortir un peu des structures et peut-être avoir des modèles qui sont beaucoup plus simples avec un focus beaucoup plus important sur les managers et l'accompagnement plutôt que la peur et la carotte. C'est la partie que j'ai trouvée la plus Bien, merci intéressante Anne dans mes pour recherches. cette première intervention. On va enchaîner avec Arnaud. Justement, Arnaud, vous êtes professeur, je le disais tout à l'heure, chez Kedge. Vous avez accès, entre guillemets, à la jeunesse, là, aux millennials, à la digital natives, comme on dit. Comment ils voient justement, eux, cet esprit un peu start-up et cette génération qu'on dit justement génération quête de sens? Oui, merci de cette question qui est le cœur de l'entrepreneuriat aujourd'hui dans les écoles. Alors, je vais faire un peu de généralité, bien sûr, vous me pardonnerez, ce n'est pas 100% de nos étudiants qui sont comme ça, mais il y a quand même une vraie tendance à l'envie d'entreprendre, à l'envie de rejoindre des structures à taille plus réduite. Et ce que disait Anne est très vrai, le command and control est passé de mode, ça ne correspond absolument plus aux attentes de nos étudiants en termes d'emploi. Ils veulent aller vers d'autres choses et notamment de l'autonomie, de la responsabilité. Donc, on a un modèle managériel qui a changé. Je rebondis juste sur le confinement pour dire que tout ce qu'on a observé au sein de l'affaire que je dirige ou dans nos écosystèmes, c'est que finalement, la puissance, la profondeur du contrôle des managers a été moins faisable, moins possible. Et pour autant, il n'y a pas eu de trahison généralisée. Donc, si le confinement a eu une vertu en termes de modèle d'activité, c'est de montrer qu'il n'y avait pas de déloyauté systématique des collaborateurs et qu'on pouvait aller dans la confiance. Alors maintenant, comment est-ce que nous, on fait ça avec nos étudiants? En fait, on avait déjà, par l'observation qu'on fait sur les marchés et sur les structures d'activité, on avait déjà observé qu'il y avait une sorte de diminution de l'attraction pour les grands groupes très structurés, très processés, avec beaucoup de reporting, et au contraire, un vrai désir de création. Alors,
pas pour rien que la micro-entreprise aujourd'hui est le statut qui porte le plus la création d'entreprises en France. Donc, on a décidé, pour équiper nos étudiants, pour les accompagner, de travailler l'entrepreneuriat sur un triptyque qui va de la recherche. On a beaucoup de nos chercheurs qui travaillent dans le champ de l'entrepreneuriat. La chaire que je dirige est dans ce cadre-là. On a aussi évidemment adapté des cours, c'est-à-dire que par exemple chez nous, dès la L3, dès l'entrée de l'école, il y a un cours majeur qui est un cours épine dorsale de l'année qui s'appelle le cours entreprendre. Tout au long de l'année, ils vont entrer dans des logiques d'entreprise. Et le troisième pôle de ce triptyque, c'est l'écosystème entrepreneurial avec les partenaires de l'école, avec les entreprises de l'école, avec les anciens de l'école, bien sûr. Donc, avec cet écosystème entrepreneurial-là, on essaye d'amener nos étudiants à cette logique d'entrepreneuriat et également d'intrapreneuriat, parce que je connais un peu la démarche du village de Crédit Agricole, qui est une démarche superbe. Et on voit de plus en plus que des entreprises essayent de décoincer les choses d'une certaine manière en offrant la possibilité à leurs collaborateurs d'être entrepreneurs au sein de l'organisation. Et ça, cette dimension intrapreneuriat est très importante. Donc, je vais m'arrêter là, mais vous voyez, l'idée, c'est de développer la conscience d'entrepreneuriat, de développer la démarche d'entreprendre, soit pour soi-même dans une logique start-up ou au travail indépendant, soit pour un groupe, mais dans une logique d'intrapreneuriat qui passe par le droit à l'échec, par l'autonomie, par l'accompagnement, c'est-à-dire par une sorte de déplacement du centre de gravité de la fonction managériale, qui n'est plus dans la verticalité top-down du contrôle et commande, mais beaucoup plus dans l'horizontalité quasiment de pair à pair de l'accompagnement des talents. Bien, merci Arnaud pour ce regard. Justement, peut-être une dernière question avant d'enchaîner ici sur le plateau et localement. Parce que finalement, toutes les écoles aujourd'hui, elles ont ce système d'incubateur, en tout cas toutes les grandes écoles. Les grands groupes aussi se mettent à avoir ce système d'incubateur. Est-ce qu'on n'est pas en train de faire évoluer le management et le salariat vers la notion de devoir tous entreprendre finalement? Alors, vous avez raison sur le constat. La plupart des écoles ont des business nurseries. Nous, on en a 2 sur nos campus et on en a même une en ligne. Vous voyez, quand on parle du digital, de l'apport numérique, on a une business nursery online. Donc, oui, on est dans cette tendance-là. Alors, je crois qu'il faut, c'est la responsabilité des écoles, il faut être force de proposition, mais se garder d'un dogme. C'est-à-dire que tout le monde n'est pas fait pour l'entrepreneuriat. Tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur de soi-même. Il faut respecter les choix de nos étudiants et on a aussi un devoir, entre guillemets, de formation pour les grands groupes, pour les grandes structures. Je pense que la question que nous, on doit continuer d'aborder, c'est la refonte des postures managériales. Qu'est-ce que c'est qu'être manager en 2001? Où sont les attendus de l'entreprise, de l'organisation et où sont les désirs des collaborateurs? Et puis, à chacun de dessiner sa voie, de dessiner son chemin, soit par l'entrepreneuriat, soit par l'intrapreneuriat au sein de grands groupes. Mais il faut arriver à jouer avec cette double tendance. Il y a réellement une demande d'entrepreneuriat, mais il reste des vocations salariales. Donc, il faut proposer les deux en faisant de la posture managériale le point pivot. Bien, merci Arnaud. Je vais peut-être retourner avec une dernière question sur Anne et rebondir là-dessus justement, parce que Anne, vous êtes plus dans l'accompagnement des startups. Donc on parle de la création de startups, c'est un peu multicasquette à une vitesse très rapide. Est-ce qu'il n'y a pas justement un rapport à la startup qui est un petit peu biaisé pour la jeunesse, qui croit que c'est facile, qui voit un petit peu ce qui se passe à l'ère numérique sur les réseaux sociaux? Comment vous voyez ça? Parce que c'est un parcours de combattant quand même. Oui, tout à fait. Et je suis tout à fait d'accord avec Ardos. Tout le monde n'est pas fait pour l'entrepreneuriat. Et il y a aussi des phases de vie. Ce n'est pas uniquement un parcours et puis on est fait pour. Je pense qu'on a plusieurs vies professionnelles. On n'est pas les mêmes à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, 60 ans. Et il faut pouvoir être à l'écoute de ces choses-là. Donc, ça me paraît être un facteur assez important. Et effectivement, ça fait partie des choses dont je parle avec les fondateurs avec lesquels je travaille, c'est être assez clair sur la raison pour laquelle ils sont rentrés dans l'entrepreneuriat, parce que ça va définir quand même une grosse partie de
de la stratégie de l'entreprise, de la stratégie business, et également de comment ils vont se faire. Mais effectivement, la grosse partie des fondateurs voient la partie un peu brillante et clinquante, bling bling, pas bling bling, mais cool, du départ. C'est extrêmement difficile au départ parce que faut mettre les mains à la pâte, faut être extrêmement, faut tout faire. Hein. On est à la fois la personne qui fait le produit, le tech, le sales, le RH, on fait tout, l'admin, on fait absolument tout. Alors c'est crevant, c'est fatigant, mais en fait il y a une vraie satisfaction qui vient de là. Et en fait, le gros problème, c'est pas le début, même si c'est éreintant, c'est la suite. Parce qu'en fait, beaucoup de fondateurs se complaisent dans cette phase-là, que j'appelle la phase d'innocence, parce que c'est limite la plus sympathique. Tout le monde est ensemble, tout le monde s'entend bien, on est tous copains, on se parle, on est tous dans les décisions. Mais en fait, assez rapidement, dès que l'entreprise grandit, les fondateurs sont obligés de sortir de ce système-là et de devenir manager puis leader. Et là, il y a une vraie frustration. Déjà, la peur de perdre le contrôle, dont on parlait un petit peu avant. Puis en plus, c'est son bébé, donc on n'a pas trop envie de laisser les autres faire. On veut toujours avoir les mains dedans. Et en plus, ça requiert des compétences complètement différentes. Donc la vraie difficulté est en fait de sortir de cette phase-là. Bien, merci Anne. Alors justement, on parlait de l'innocence de l'enfance et des bébés. On va peut-être partir du côté de l'adolescence parce que du côté du village Baïséa, on n'est plus dans l'idéation et l'incubateur, on est plus dans l'accélération. Donc vous voyez un petit peu peut-être ce changement de paradigme. Vous qui avez pas mal de locataires, de villageois, on va plutôt les appeler comme ça, et qui avez aussi des comités de sélection. Donc vous en voyez plein des futurs start-upers de La Réunion, ma chère Elisabeth. Oui, je rejoins complètement l'analyse d'Anne. Ce sont vraiment deux postures différentes. Je dirais même plus loin, c'est la posture du porteur de projet, donc ce costume que certains vont avoir du mal à quitter, pour prendre le costume du chef d'entreprise, donc du gestionnaire d'une activité, d'une entreprise. Et c'est pour ça que dans les villages, ICA, on ne fait pas qu'héberger, on accompagne vraiment ce passage-là. Après, comme on accompagne, nous, à La Réunion, des entreprises qui ont entre 0 et 5 ans, 0 étant vraiment, je démarre la commercialisation, on a forcément aussi des personnes plus ou moins aguerries qui sont sur une autre étape de développement. Et donc, on s'adapte aussi à ça. Mais c'est vraiment un passage, c'est vraiment une étape charnière. Techniquement, financièrement, mais avant tout humainement. Et nous, dans notre accompagnement, on essaie de plus en plus d'avoir une approche, un focus sur l'humain. Parce qu'on a souvent de très bonnes entreprises innovantes, à la fois sur la tech, justement, sur le marché et le potentiel de développement sur le marché. Mais finalement, on n'a pas forcément le porteur qui est aguerri sur toutes les dimensions qu'il doit acquérir pour être chef d'entreprise, et aussi l'équipe, parce que forcément, quand il va se développer, il va avoir besoin de mettre à côté de lui des compétences complémentaires. Et ça veut dire, comme le dit Anne, qu'il faut à la fois qu'il soit tous les jours les mains dans le cambouis, si je puis dire, pour développer son projet, mais à la fois qu'il arrive de temps en temps à prendre le recul pour dire, hop, là, je fais de la stratégie, j'ai besoin de quoi, quelle est ma priorité, ce sont les RH, c'est finalement de me diversifier. Voilà, donc c'est un peu schizophrène finalement, et en même temps c'est une expérience extrêmement riche, voilà, mais qu'il faut vraiment préparer et accompagner, à mon sens. Bien, merci Elisabeth. Et justement, il en parlait, hein, il donnait l'exemple, Arnaud, des villages Baïséa dans le reste de la France, et même il y en a même à l'international. Ce n'est pas qu'un lieu, vous parlez d'accompagnement. Alors, il est juste à côté de nous, c'est un peu un campus à la Google, on va l'appeler comme ça pour nous, pour l'île de la Réunion, avec ses 4500 mètres carrés connectés de campus. Mais je veux dire, ce n'est pas qu'un lieu, il y a tout un écosystème que vous êtes en train de créer. Vous parlez d'accompagnement, justement, il y a des réseaux d'experts. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus là-dessus? Oui, il y a plusieurs notions en fait dans le village, et notamment, votre question me fait penser à une notion très très importante qui est centrale pour nous, qui est la communauté.
C'est vraiment une communauté d'hommes et de femmes, une communauté de talents déjà avec ces start-upers qui nous font le bonheur de nous rejoindre. Mais aussi à côté, on a bien sûr une équipe qui est là et qui est extrêmement engagée parce qu'on ne peut pas faire ce métier si on n'est pas engagé, si on n'aime vraiment pas ce qu'on fait. Et après, on s'est dit, évidemment, on n'est pas expert, nous, sur tous les métiers. Quand on accompagne quelqu'un sur la partie financière, on ne va pas pousser notre analyse financière comme un expert du métier va pouvoir le faire. On ne va pas être capable nous-mêmes de rédiger un pacte d'associés dont aura besoin une start-up. Donc, fort de ce constat et du besoin de proximité, parce que on est aussi dans le sujet, hein, les liens à la fois à travers le numérique, mais aussi à travers les liens physiques. On a bien pris conscience du fait que ce serait vraiment une valeur ajoutée d'avoir un pool d'experts à proximité de ces start-upers. Et donc, on a installé effectivement, on a lancé un appel à manifestation d'intérêt, à la fois un pool d'experts métiers, des acteurs de l'écosystème qui déjà faisaient de l'accompagnement sur l'innovation et donc un accompagnement qui est complémentaire au nôtre, et quelques entreprises innovantes matures. Et cette communauté permet des interactions, démultiplie les synergies, l'accompagnement avec à la fois de l'expertise complémentaire et à la fois un niveau de regard complètement différent, des postures différentes, des expériences différentes. Et je pense que ça n'a pas de prix. Donc, parce que la start-up bénéficie de cette offre complémentaire et également, elle gagne un temps fou à avoir à proximité, finalement, les guichets pour beaucoup de métiers, d'expertise dont elle a besoin dans son développement. Et puis, une communauté, ça permet aussi beaucoup d'échanges humains et ça permet d'aller de co-créer finalement de nouveaux usages dans le village, de nouveaux services qu'on n'avait nous-mêmes pas anticipés, pas imaginés ou juste présupposés. Bien, merci Elisabeth. Alors, on parle d'expérience, de communauté, de lien. Alors, justement, on a Catherine. Catherine, avec CBO Territoria, a créé du lien sur le territoire. Vous le faites très bien parce que vous avez répliqué des modèles leasing, entre autres, qui sont aussi des tiers-lieux à l'instar de Village by CA, mais qui sont peut-être pas forcément dans l'accompagnement start-up, mais qui cherchent des modèles d'organisation un petit peu différents. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur tout ça? Tout à fait. Alors, depuis 3 ans, nous avons développé un réseau d'espaces de coworking à l'île de la Réunion. Nous avons 3 sites actuellement, un dans le nord, un dans l'ouest et un dans le sud. Donc, je ne sais pas pour Arnaud et Anne si c'est très parlant. Je ne sais pas si vous connaissez l'île. En tout cas, c'est sur les spots majeurs sur le plan économique de l'île que nous sommes présents. On est en train de travailler sur un maillage plus complet de ce réseau. Nous, notre spécificité, c'est que nous sommes ouverts à tous. Alors, on a répondu un peu aux attentes du marché et du côté peut-être un peu atypique de notre île. Donc, nous accueillons des grandes entreprises qui, à un moment donné, ont besoin de flexi-sécurité, puisque nous sommes présents dans des quartiers d'affaires où il y a des grandes marques, grandes entreprises, mais qui, à un moment, ont besoin de mètres carrés supplémentaires pour un projet ponctuel et qui n'ont pas forcément envie de s'engager dans un bail, avec CBO Territorial en l'occurrence, ne sachant pas trop de quoi l'avenir sera fait, hein, on est en plein dedans, et qui du coup peuvent disposer de mètres carrés que nous leur offrons dans le réseau avec des structures comme la visioconférence, des salles de brainstorming, des espaces de détente. Et là, ils mettent en situation leurs collaborateurs dans des cadres de travail totalement différents de ceux qu'ils ont pu expérimenter jusqu'à présent de manière classique sur l'île. Voilà. Et ces gens-là viennent se frotter, entre guillemets, à un public qu'ils méconnaissent parfois, à savoir des freelances, beaucoup de travailleurs indépendants sur l'île de la Réunion, qui jusqu'à présent vivaient dans leur appartement ou dans leur case, un peu coupés de l'écosystème et étaient en souffrance de cela. Donc, ils ont loué des bureaux résidents chez nous, alors sur des contrats de prestation hyper souples, puisqu'ils sont engagés au mois, de manière tacite, mais s'ils le souhaitent, ils peuvent se désengager très facilement. Donc, ça leur donne une liberté. Et donc, ces freelances-là côtoient des collaborateurs de plus grandes entreprises qui viennent expérimenter de nouveaux modes de travail. Et puis, on a effectivement un volet, alors moins important que celui du Village by CA, mais nous accueillons également
des start-upers sur des thématiques d'innovation qui sont propres à notre groupe, sur l'environnement, l'agriculture, le tourisme, l'urbanité tropicale et la mobilité. Voilà. Donc, on vit aussi à une plus petite échelle l'expérimentation du village Baïséa avec ces jeunes pousses. Voilà. Bien, et justement, dans votre cas, Catherine, en tout cas sur les formats leasing et coworking, comme on est quand même sur un cumul d'indépendants, et je pense que vous allez nous le dire, il y a peut-être eu un pic après le premier confinement, parce qu'on va vivre un deuxième confinement. Et par rapport à ces lieux-là, justement, comme ce sont des indépendants, j'imagine qu'il y a quand même une notion d'animation forte. Qu'est-ce que vous proposez justement, vous, aux locataires de leasing dans l'île? Alors, par exemple, l'année dernière, nous avons réalisé plus de 120 manifestations mélangeant cet écosystème sur des thématiques d'entrepreneuriat, des thématiques économiques, des techniques de commercialisation, approche financière, subventions, enfin des thèmes très très différents. Et donc tous ces petits mondes se retrouvent de manière studieuse, mais aussi avec une communication très très informelle et des after-work. Donc on a d'ailleurs dans nos espaces de coworking un espace super important qui est celui de la cafétéria, de la restauration. J'allais dire que c'est là que se passe beaucoup de choses. C'est là que les liens business se tissent bien souvent. Voilà, et donc ça, c'est des échanges très, très, très appréciés. C'est aussi la possibilité, comme je disais, comme on est sur un petit territoire, mais avec des endroits différents malgré tout, des problèmes de circulation. Donc, on donne la possibilité aussi à nos coworkers d'aller sur ces différents points de rencontre et d'optimiser leur temps et d'éviter de passer des heures dans les embouteillages. Donc ça, c'est très apprécié. C'est également pour les entreprises qui ont expérimenté le télétravail au sortir du confinement, de se dire, je peux peut-être mettre en situation mes collaborateurs pour faire du télétravail à l'usine, dans des espaces de coworking, parce que chez eux, je me suis peut-être aperçu, effectivement, pendant le confinement, qu'ils n'avaient pas toujours le cadre de vie propice pour faire du télétravail. Et qu'en plus de cela, certains d'entre eux ont manifesté le besoin quand même de séparer vie perso, vie pro. Ce n'est pas toujours évident quand on est dans un petit appartement, voilà, et que le perso et le pro se mélangent. On l'a tous vécu, hein, puisque on est même, en tant que manager, rentré parfois dans l'intimité des gens, avec des heures au travers de Zoom. Donc voilà, je pense que certains d'entre eux ont eu besoin de cela. Et ça leur permet aussi de gagner du temps, encore une fois, sur la route. Hein, donc, ils trouvent un lieu de télétravail non loin de chez eux et ils peuvent faire cette séparation entre leur domicile et le lieu de travail. Voilà. Et donc, voilà, on expérimente tout ça tous les jours et je pense qu'avec les mois qui vont arriver, on va aussi tester de nouvelles pratiques. Et vous évoquiez aussi tout à l'heure les pratiques managériales. Voilà, je pense qu'on a un vrai bouleversement dans notre approche de manager. Moi, je manage des équipes depuis plus de 20 ans. Et voilà, je me rends compte que j'évolue tous les jours et ça, c'est fabuleux. C'est génial. Voilà, le symbole même de l'esprit startup, on teste, on recommence. Alors justement, je vais aller du côté de Stéphane, parce qu'on parle un peu d'hybridation des modèles, on parle de télétravail hein, qui a subi une accélération forte avec le confinement. Alors chez nous, on a probablement peut-être gagné 10 ans, un petit peu moins dans les stades, peut-être en métropole. Vous avez plusieurs casquettes, mon cher Stéphane. Vous êtes d'abord directeur d'une école supérieure dans l'informatique, donc la posture de manager, l'accès à la jeunesse, et vous êtes président de Digital Réunion, donc l'écosystème qui fédère. Il se passe plein de choses à La Réunion, c'est agréable. Quel est votre retour par rapport à tout ça? Eh bien, on a une analyse un petit peu, enfin, de l'écosystème un petit peu général et on s'aperçoit qu'il y a des évolutions structurelles et et dont la conjoncture vient renforcer évidemment les évolutions. On est passé d'un monde industriel, comme il a été cité, à un monde post-moderne. Les attentes étaient très différentes. Et aujourd'hui, on a l'impression, après la société intelligente, de passer à la société agile. Et on voit bien que, quels que soient les modèles, il y a des évolutions managériales qui viennent se mettre en place parce que, évidemment, les attentes de l'entreprise et la structuration de l'entreprise évoluent et cherchent à évoluer.
Alors, ça ne se fait pas ex nihilo, ça se fait aussi avec un contexte juridique qui évolue également. On a eu de grandes évolutions sur la mise en place des éléments de télétravail. Je rappelle qu'au début des années 2000, les syndicats ouvriers et patronaux étaient en opposition avec ce genre de choses. Alors, pour des raisons, deux raisons différentes, hein. Les syndicats ouvriers estimaient que c'était la désocialisation du travailleur, là où les syndicats patronaux estimaient qu'ils auraient du mal à faire le contrôle du travail du travailleur à distant. Donc voilà, les motifs étaient différents et effectivement, ça a énormément évolué parce que les modes managériaux ont évolué. Alors en fait, la réflexion concernant, pour mon regard concernant la formation professionnelle, la réflexion elle est à deux niveaux en fait, hein. Le premier niveau, qui est une réflexion, c'est comment la formation s'adapte finalement et se met en synergie avec ces nouveaux modes organisationnels et ces nouveaux modes de management. Donc, comment la formation évolue de ce côté-là. Et puis, le deuxième élément, structurant également, comment elle-même, comment les centres de formation, comment les acteurs dans la formation professionnelle, alors ça dépasse les centres de formation, ça touche aussi ceux qui s'occupent de l'accompagnement, ça touche aussi toute la formation initiale. On voit les efforts qui ont été faits, par exemple, par les universités avec la plateforme Fun, qui mettent en place tout un tas de contenus supérieurs, très facilement accessibles aux personnes qui désirent aller sur des contenus très techniques de formation. Et bien, comment les organismes de formation eux-mêmes évoluent évidemment dans leurs organisations avec ces nouveaux modes de management. Alors effectivement, on a parlé de télétravail. Alors le télétravail, c'est vrai que les circonstances actuelles et la crise sanitaire nous a fait accélérer le mouvement, mais c'était quelque chose qui était quand même déjà dans la loi. Il faut savoir que la loi française avait prévu quelques années auparavant la mise en place du télétravail pour cause de crise sanitaire. Et donc, effectivement, on a été confronté sur le territoire français à cette réalité. Et la loi s'est adaptée, évidemment, et était déjà prévue en ce sens. Dans ces évolutions-là, on a un cadre juridique qui évolue. On a également les formes de management et puis les motivations. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le manager qui fait le management, il y a aussi le salarié ou le partenaire ou le N-1, le N+1 et le N qui participent également au management et lui aussi a évolué également en ce sens. On a parlé beaucoup de sens, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des jeunes, et notamment des jeunes qui sortent des grandes écoles, qui veulent aller sur des secteurs ou avoir des activités professionnelles qui leur parlent, qui correspondent à leurs valeurs. Et je connais des jeunes qui refusent d'aller travailler quelle que soit la valeur du travail technique, par exemple pour l'armement, parce qu'ils estiment que eux, ça ne correspond pas à leurs valeurs. C'était une question qui n'était pas vraiment posée il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans. Donc aujourd'hui, ça rentre vraiment dans l'esprit des gens et dans les jeunes travailleurs. Alors les écoles, ils sont pour beaucoup, et les écoles, effectivement, présentent des modèles de management aussi. Ils sont porteurs également de valeurs et de valeurs de management. Donc, c'est vrai qu'on a une très grande évolution et la formation professionnelle évolue dans l'agilité également, c'est-à-dire de proposer, d'être multimodal. Alors, de proposer des MOOC qu'on connaît bien, de proposer également des accompagnements. La loi récemment en France a également mis en place des dispositifs de formation mixte, c'est-à-dire en situation de travail, ce qu'on appelle la FEST, hein, et en situation de travail et en centre de formation. Et l'alternance que nous connaissons depuis longtemps a été renforcée et évidemment, nous proposons d'accompagner les apprenants aussi dans cette voie-là. Alors, si la formation professionnelle s'adapte, parce que la formation professionnelle répond à l'économique et aux besoins d'élévation des compétences, on construit les compétences aujourd'hui autrement qu'on la construisait il y a 20 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la compétence, elle se construit avec tout un environnement et technique et méthodologie. Je me rappelle, il y a encore une trentaine d'années, on formait les gens, des développeurs, à développer à la ligne. Aujourd'hui, oui, il y a de l'acquisition de langage, mais oui, il y a surtout de la méthode, il y a de la gestion de projet, il y a de l'évolution stratégique. Et c'est vrai qu'on arrive à avoir des entreprenants qui sont multifacettes, parce que dès les écoles, d'ailleurs, on les a accompagnés sur cette vision. La spécialisation du travail
a éclaté, éclate au fil du temps, et on demande à ce que nos salariés, comme nos entrepreneurs, soient multicompétents, adaptables, agiles, et puissent évidemment et faire tourner la production et pourquoi pas aider la force de vente à vendre. Alors, je vais me permettre de rebondir là-dessus, mon cher Stéphane, peut-être repartir du côté d'Arnaud, parce qu'effectivement, on parle d'outils avec le digital, hein, c'est la première chose qui nous vient, sauf que derrière le digital et l'art numérique, ce n'est pas que des outils. On vit une véritable révolution, hein, de l'éducation avec l'explosion des EdTech, sauf que, comme je dis que ce n'est pas qu'un outil, il y a de l'humain derrière. On parle beaucoup de savoir-être maintenant derrière l'éducation. Mon cher Arnaud, quels seront pour vous les savoir-être à maîtriser, et comment les écoles, l'éducation en règle générale va pouvoir s'adapter à ça et préparer la jeunesse à ça? Ah, Arnaud, je crois que vous avez enlevé votre micro. Voilà, on va. Merci Antoine. Voilà, on vous entend beaucoup mieux. Bon, bah, tant mieux. Bon, alors, je vous disais qu'effectivement, c'est le sujet clé d'une école, savoir quels sont les apprentissages nécessaires. Et il ne faut pas oublier de faire la différence entre la compétence et la connaissance. Et en RH, on dit qu'une compétence, c'est la rencontre de savoir théorique, de savoir technique, des agilités qu'on déploie dans le quotidien professionnel et des savoir-être. Et je pense réellement que l'enjeu pour les écoles, c'est d'équiper les étudiants en savoir théorique et en savoir-être. Parce que tout va tellement vite que le savoir technique, c'est-à-dire ce qui fait la compétence, le passage des savoirs théoriques, des savoir-être au savoir technique, s'acquiert plus qu'il ne s'apprend. Donc, de plus en plus, nous travaillons sur les savoirs théoriques. Donc, nous équipons nos étudiants en capacité à comprendre, à apprendre, en agilité. Et nous les faisons travailler sur les savoir-être. Et équipés de ces connaissances théoriques et de ces savoir-être, ils sont plus agiles, plus capables de s'ajuster, de s'adapter et donc de coller aux besoins du marché. Puis, évidemment, là, je répondais à votre question sur le digital. Il reste, bien sûr, les bases d'une école de management, bien sûr, tout ce qui est nécessaire pour devenir entrepreneuriat. Mais je ne crois pas que c'était le sens de votre question, donc je ne vais pas aller là-dessus. Je reste sur le digital. Nous travaillons beaucoup sur les hybridations. On parlait tout à l'heure d'IMO, nous, on fait beaucoup d'e-learning, on fait des sujets en ligne, on les incite à avoir des projets de développement d'activités numériques. Donc, on en fait quasiment une culture plus qu'une compétence. Eh ben, c'est un mot qui me permet de rebondir très bien avec Anne. Anne, on a eu en filigrane la notion d'humain derrière l'outil. Là, on a le mot culture qui sort. Est-ce que ce n'est pas ça la clé de réussite justement d'une start-up qui réussit, cette notion de culture d'entreprise qui est importante à véhiculer? C'est indispensable à n'importe quelle entreprise et à n'importe quel groupement, je dirais, à n'importe quelle entreprise en général. La culture d'entreprise, c'est effectivement le démarrage et la colonne vertébrale d'une entreprise, parce qu'à la fois, ça va permettre d'articuler et de définir la raison pour laquelle on a commencé, qu'est-ce qu'on est en train de faire maintenant et où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on souhaite accomplir. Et à moins d'être absolument clair sur ces définitions-là, de l'avoir bien enregistré et que tout, surtout quand on a des cofondateurs, que tout le monde soit en accord par rapport à ça, en fait, la stratégie, la business stratégie qui va être déployée ensuite ne va pas venir, parce qu'au final, ça vient de ça. Il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas forcément fait cet exercice dans la profondeur de définir la mission, la vision, le purpose, qui est plus la partie avant. Et en fait, ce qu'il se passe la plupart du temps, c'est qu'on se retrouve à avoir des stratégies qui sont très souvent changeantes. Donc, c'est-à-dire qu'on voit une opportunité, on va avoir des stratégies opportunistes.
on peut éventuellement revirer de bord, et ce qui fait qu'on perd assez facilement la ligne directrice. Et une des sociétés les plus connues, c'est Yahoo, qui a eu 23 différentes missions en 21 ans. Et puis, effectivement, on a pu voir le résultat, c'est-à-dire que c'était toujours à la traîne, à changer au fur et à mesure. Et ça se voit en start-up. Et après, la deuxième partie de la culture d'entreprise, c'est le comment. Donc, comment on va mettre en place cette stratégie business. Et ça, ce sont les valeurs d'entreprise qui nous réunissent tous. L'erreur qui est la plus souvent faite par rapport à ça, c'est d'identifier des valeurs comment on dit en français, qu'on aimerait avoir, on aimerait être. Et souvent, on aimerait être meilleur. On aimerait que tout le monde, que la société soit plus fun, qu'on soit plus empowering, que l'on soit plus... Voilà, tous ces trucs-là. Voire pire, on voudrait être Google, on voudrait être Facebook, etc. Et dans ce cas-là, on commence effectivement à avoir des noms de valeurs qui ne correspondent absolument pas du tout à la réalité, ni de ce que les employés vivent sur le terrain, ni de la personnalité des fondateurs, qui représentent quand même à peu près 80% des valeurs de l'entreprise. Donc la vraie difficulté ici, c'est de prendre le temps de réfléchir et d'articuler, de définir bien ces deux parties, la partie stratégique qui est la mission, la vision, et la partie stratégique business pour la mission vision et la stratégie people pour tout ce qui est sur les valeurs, parce que ça va définir le comment on fait tout ce qu'on a décidé de faire et comment on le fait ensemble. Merci Anne. Du coup, je rebondis effectivement sur cette notion de performance et je vais peut-être retourner du côté d'Elisabeth. Effectivement, l'une des valeurs, en tout cas, que veut porter des fondateurs, c'est aussi, et c'est important pour nous ici sur La Réunion, parce qu'on est une petite île au milieu de l'océan, c'est d'avoir un impact positif sur notre territoire. Qu'est-ce que propose le village, parce que je sais que vous faites pas mal de choses, pour aller dans ce sens-là et développer justement cet impact positif? Alors, moi, cette notion me parle fondamentalement parce que le village by CA, par essence, c'est un projet de territoire. Parce que CA, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Crédit Agricole. Donc, ce n'est pas le cœur de métier du Crédit Agricole de mettre en place un tiers-lieu avec un accélérateur, des services d'un accélérateur. Mais le groupe Crédit Agricole a réfléchi à ce projet comme à d'autres à travers du prisme de comment on peut mettre en place des actions, des projets, des outils qui vont contribuer au développement du territoire. Et donc, c'est à travers cette réflexion-là, enfin à travers ce prisme, que finalement, tout le projet a été dessiné et a été aussi adapté pour chaque région, parce qu'aujourd'hui, on a 37 villages quand même ouverts et encore au moins 5 en projet, si ce n'est pas plus. C'est vous dire à quel point le concept a bien pris, puisque l'essaimage n'était pas obligatoire et il s'est fait très, très rapidement. Le premier temps en 2014 à Paris. C'est vraiment de se dire comment on fait en sorte que cet outil réponde vraiment aux besoins du territoire et donc comment on le construit, on le conçoit pour qu'il soit adapté aux besoins. Et donc, partant de la cible publique jeunes entreprises innovantes, de quoi elles ont besoin en termes d'espace d'hébergement qui fonctionne comment? Ben là, en l'occurrence, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Qu'on puisse avoir vraiment des espaces complètement modulables en open space, coworking ou en bureau individuel, qu'on puisse rapidement, en fonction de sa croissance ou sa décroissance, passer d'un bureau de 5 à un bureau de 3 à un bureau de 2. Voilà, en fait, on est vraiment parti du besoin pour construire le projet structurellement, physiquement et techniquement. Et pareil, le territoire, quelles sont ses spécificités sur ce public-là? Est-ce que finalement, on a des start-upers jeunes, moins jeunes? Alors, en l'occurrence, chez nous, ils ne sont pas forcément... c'est pas l'archétype du geek jeune dans le digital, forcément, pas du tout. Je pense qu'on en a même qui ont 50 ans et plus dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'économie circulaire, de la mobilité, bien sûr dans le digital. Donc, comment on fait en sorte que cet outil-là va apporter des réponses à des besoins qui n'ont pas trouvé de réponse jusqu'à maintenant? Et c'est comme ça qu'on a construit tout le projet. On ne s'est jamais dit on va faire un tiers-lieu avec des espaces de coworking. On s'est dit
on va mettre en place l'offre qui correspond aux besoins. Si finalement c'est que du coworking, ben, ce sera que du coworking. Si ce sont que des bureaux individuels fermés, ce seront des bureaux individuels. Et aussi, on a en face de nous un public qui a besoin d'agilité. Donc, soyons le plus possible agiles, y compris sur notre offre. Sachons la faire évoluer en suivant l'évolution des besoins. Donc, je parle effectivement de l'espace de travail. Je parle aussi des services. Donc, effectivement, Catherine a parlé tout à l'heure de cafétéria. Bien sûr, on a une offre de restauration. Mais pareil, on l'a adapté. On s'est dit, on ne va pas faire un restaurant, une cantine. On va faire le bistrot du village. Et le bistrot du village, c'est en fait, j'ai une offre qui correspond à mes besoins. Et puis après, je déjeune comme je veux. Je déjeune, il y a des espaces partout, la terrasse. Je déjeune ensemble. Je déjeune avec des grands groupes, des petits groupes, à côté, dans le jardin. Voilà. Donc, on s'est dit, laissons en fait les usagers, les villageois en l'occurrence, en faire aussi ce dont ils ont besoin, faire de ce lieu ce dont ils ont besoin, et donc laissons une part de souplesse qui leur permettra de faire évoluer les usages. Donc les services, on a aussi travaillé sur des notions de bien-être au travail. Donc on a, après petite enquête, validé le fait qu'une salle de fitness était la bienvenue, et effectivement, elle est très utilisée, y compris en mode Covid avec les précautions sanitaires qui s'imposent. Une salle de détente, beaucoup d'espaces d'échange. Sur les 4000 m², on a 2000 m² d'espace commun, pour vous dire à quel point on a donné la place belle aux échanges, bien sûr pour des besoins professionnels aussi, différents types de salles de réunion équipées technologiquement pour pouvoir se connecter à l'extérieur. On parle de numérique aujourd'hui, c'est notre sujet aussi, mais voilà, donc c'est comment on répond à ce besoin de territoire et comment aussi on mesure l'apport au territoire. Combien d'entreprises se sont installées dans le village, combien se sont développées, ont été pérennes, combien d'emplois ça a généré, etc. C'est vraiment, j'allais dire, la loupe, elle est là-dessus. C'est que le Crédit Agricole, derrière, il veut se dire, finalement, j'ai mis en place ce lieu, on a un lieu magnifique, on a de la chance, cet accompagnement, ces services, qu'est-ce que ça a produit, qu'est-ce que ça a généré sur le territoire. Et puis, c'est aussi d'en faire un lieu connecté à la Réunion, pas que sur les startups. Ça doit être un lieu ouvert. On va être bien placé pour le savoir, qu'il n'y ait pas que des startups, qu'il y ait des étudiants, qu'il y ait des chercheurs, qu'il y ait des entreprises. On travaille beaucoup sur le développement des relations, des coopérations entre les grandes entreprises, les grands groupes et les jeunes pousses. Comment on fait en sorte, à travers nos programmes d'accompagnement, mais aussi à travers des formats d'animation et du lieu lui-même qui s'y prête, pour connecter tous ces publics-là, pour qu'ils y trouvent leur place, pour que des étudiants trouvent leur place à la fois par rapport à la fonctionnalité des locaux, mais aussi par rapport au fait qu'ils vont pouvoir être en contact avec les startups, qu'ils vont pouvoir plus facilement être stagiaires chez ces entreprises-là, demain proposer leur candidature, comment avec cette proximité géographique, on peut faire en sorte que ces mondes se connaissent encore mieux, s'apprivoisent, deux mondes qui sont en évolution, voilà. Donc voilà, c'est vraiment un projet de territoire et qui peut demain prendre d'autres dimensions. C'est vraiment dans la philosophie du projet. Bien. Alors, je rebondis sur la notion d'agilité qui était un mot fort dans ce que vous venez de dire, Elisabeth. Et je vais aller voir Stéphane justement sur ce mot-là, l'agilité, parce qu'on l'évoquait tout à l'heure, avec une chance incroyable, Stéphane, à La Réunion, c'est qu'on a une entité, une association qui est Digital Réunion, qui arrive à fédérer le monde du digital dans son entièreté, ce qui n'est pas le cas dans d'autres départements en France. Je demande confirmation aux autres. Et un des combats que vous menez pour rester en lien avec l'impact positif, c'est la notion de Digital for Good. Qu'est-ce que vous proposez là-dessus? Qu'est-ce que vous faites, Digital Réunion? Alors, on a le Nexi là, mais il y a d'autres éléments également que vous mettez en place. Alors oui, merci de faire valoir effectivement que Digital Réunion représente la filière numérique à La Réunion, et nous avons la chance de représenter, de par nos adhérents, 80% des salariés du numérique à La Réunion qui adhèrent évidemment à notre association. Alors, on a une vision très large, c'est-à-dire que notre action, c'est de défendre la filière, mais surtout de représenter la filière comme porteuse de solutions pour les autres filières. En cette période de crise, d'ailleurs, c'est une de nos actions les plus importantes, c'est de pouvoir apporter nos services, de pouvoir faire partie de la relance et d'être un levier, donc le numérique qui devienne un levier pour la relance économique, la relance de l'activité sur notre île.
C'est pour ça qu'on a découpé d'ailleurs notre business forum en 3 responsabilités du territoire: la responsabilité économique, la responsabilité sociétale aujourd'hui et demain la responsabilité environnementale. Donc il est vrai que nous essayons d'apporter notre expertise, notre vision d'une réunion moderne, d'une réunion qui s'engage, d'une réunion qui est conquérante, avec les autres filières pour pouvoir évidemment progresser tous ensemble. Alors pas que la relance économique, mais également réinventer notre économie et pouvoir répondre aux grands enjeux sociétaux de notre île et de notre zone océan Indien. Alors, il n'y a pas que le Tech for Good, il y a aussi, on travaille également pour l'agriculture, on travaille également en lien étroit avec la protection de l'environnement. Évidemment, nous essayons d'apporter des solutions, que ce soit la gestion de la consommation électrique, par exemple. Il y a un idéaton qui est en cours, dont les résultats auront lieu ce soir d'ailleurs. Les lauréats vont être récompensés ce soir. Je vous encourage à nous suivre dès 20h, je crois. Alors, attendez, je regarde, oui. Dès 20h pour suivre la remise des prix de l'idéaton, c'est-à-dire que nous essayons de participer évidemment à toutes les solutions avec lesquelles nous avançons. Nous avons des startups très brillantes dans la gestion de l'énergie notamment, qui brillent et qui ont dépassé nos frontières et qui sont partis s'exporter à l'extérieur. Et donc oui, nous collaborons, la filière est très active et essaye de rayonner et d'apporter toute information et toute aide à toutes les autres filières. Pour finir, quand le confinement a commencé ici à La Réunion, nous nous sommes empressés premièrement à mettre en place des webinaires pour aider toutes les filières à mettre en place le télétravail, à mettre en place le téléenseignement, à mettre en place la sécurité informatique, évidemment pour l'évolution des organisations. Et nous avons également une forte collaboration, pour ne pas la citer, avec notre région Réunion, qui nous a permis d'apporter une aide aux entreprises qui finançaient des services digitaux pendant cette période Covid. C'est des services digitaux à La Réunion. Voilà, nous essayons d'être actifs sur tous les champs. Bien, merci, merci Stéphane. Alors, il nous reste 5 minutes, là, on me le dit. Je vais laisser un petit tour de table, un petit mot de la fin. Vous aurez à peu près 1 minute, malheureusement, pour ce dernier petit tour de table. On va commencer par nos speakers internationaux, que je profite de remercier dès maintenant d'avoir été là avec nous. Et commencer par Anne. Anne, un petit mot de la fin, et peut-être un petit mot de la fin concernant La Réunion. Comment vous nous voyez de là-bas et qu'est-ce que vous nous souhaitez, peut-être? Alors, moi, je suis à Singapour. Ça fait 9 ans que je suis partie de France, donc en fait, je suis un petit peu absente à la fois de la France. Alors, la Réunion est presque plus proche pour moi que la France. Moi, je trouve tout ce que j'ai entendu ce soir est très, très excitant. Je trouve que j'aime énormément. Ça fait depuis 5 ans que je suis dans le secteur des startups, parce que Google était déjà très grand quand j'ai rejoint. Donc, je ne considère pas forcément ça une start-up. J'ai vraiment découvert il y a 5 ans. Je trouve ça passionnant. Il y a des idées passionnantes, il y a des personnes passionnantes. Ce que j'aimerais, c'est effectivement que ça puisse d'arriver à envoyer cette énergie un peu partout. C'est-à-dire pas uniquement les personnes qui vont dans l'entrepreneuriat. Généralement, les personnes qui vont dans l'entrepreneuriat, c'est parce qu'elles se sont posées la question, elles ont envie de faire quelque chose de nouveau. Et que cette démarche-là, en fait, peut être partout. Donc, j'adore l'idée d'entrepreneuriat, mais également que tout le monde peut être entrepreneur à un moment de sa vie et puis aller dans le salariat à une autre période. Mais oui, je trouve ça assez excitant, tout ce qu'on a entendu ce soir. Bien, merci beaucoup Anne. En tout cas, on vous souhaite plein de belles choses. Merci encore d'avoir été là ce soir pour vous, aujourd'hui pour nous, parce qu'il fait encore jour. Et on vous suivra avec plaisir et j'espère lire votre prochain livre, une petite pression comme ça. On va passer sur Arnaud. Arnaud, du coup, même question. Alors peut-être un petit peu plus court parce que c'est la fin. Mais comment, voilà, vous aussi de là-bas, vous voyez un petit peu La Réunion. Qu'est-ce que vous nous souhaitez? Et un petit mot de la fin pour conclure. Eh bien, écoutez, je vous trouve équipés, outillés, parce que nous rentrons dans une période complexe de probable hybridation des modèles de travail. Et quand j'entends parler de communauté, quand j'entends parler d'échange, quand j'entends parler de postmodernité, qui est un concept qui m'est cher, je me dis que vous êtes outillés pour faire face et intégrer toutes
toutes ces hybridations, toutes ces complexités, mais toutes ces richesses aussi des nouvelles formes d'organisation du travail. Et j'espère pouvoir venir me rendre compte par moi-même. Voilà, moi aussi, je vous fais un petit appel du pied. Je serais ravi. Merci en tout cas Arnaud, l'invitation est passée, Digital Réunion, un petit billet d'avion. Merci, l'invitation est passée en tout cas Arnaud, on vous souhaite plein de bonnes choses, merci d'avoir été là parce que vous étiez en crise juste avant avec ce confinement et ce discours hier soir du président. Petit mot de la fin, ma chère Elisabeth. Eh bien, ça tombe bien parce que moi, je voulais conclure sur une invitation à venir nous découvrir parce que pendant ce petit moment d'échange, donc vous n'avez pas tout vu et donc c'est pour vous dire que à La Réunion, il y a beaucoup de talents, d'envie, d'outils, effectivement, de filières structurées et bien plus que ce qu'on imagine, alors peut-être pas de Singapour, mais au moins de la métropole. Et donc, il y a vraiment une communauté de talents et d'envie. Et j'ai envie de vous dire, dès que le Covid nous le permet, moi, je pense que mes camarades aussi, nous serions ravis de vous accueillir et de développer des collaborations avec nous et avec le territoire en général. Voilà. Merci Elisabeth. Pareil, le message est passé. Ma chère Catherine, pareil, un petit mot de la fin et peut-être nous dire un petit peu ce que prévoit CBO dans les prochaines années. J'allais dire mois, mais peut-être que là. Alors, je vais juste demander voilà, Elisabeth, si tu veux bien prêter ton micro à Catherine. Est-ce que là, c'est mieux? Ah, c'est bon, Voilà. ça marche, parfait. Oui, donc nous travaillons actuellement chez CBO Territoria sur les bureaux de demain, hein, puisque notre activité principale est l'immobilier d'entreprise et notamment la location de bureaux à de grandes et plus petites entreprises. Et fort de ce constat, hein, des modes organisationnels en entreprise qui sont en pleine mutation, alors c'est l'expérimentation avec le coworking notamment et l'accélérateur de start-up. Mais on souhaite aller plus loin. On souhaite également travailler sur les matériaux, sur l'architecture, sur la modularité des espaces, parce que les choses vont très vite et il faut que les espaces de travail répondent à cela. Il y a une dédensification, j'y arrive, des mètres carrés, puisque les gens souffraient. On les avait un peu entassés dans des espaces communs, partagés, et on voit qu'on fait machine arrière sur ce sujet. Donc, on est sur des espaces beaucoup plus ouverts, lumineux. Le Covid étant là, il a fallu prendre certaines distances. Donc, c'est un peu à marche forcée. Voilà, donc c'est toutes ces réflexions qui nous animent. Et puis moi, ce que je voulais rajouter, c'est qu'on est sur un forum sur le digital. Donc le digital, c'est un outil qui est fabuleux, hein, la preuve en est, on arrive à se parler tous ensemble au bout d'un certain temps, malgré tout. Voilà, premier point. Mais pour moi, ce qui nous rassemble avant tout, c'est l'humain. Voilà. Et vous avez parlé tout à l'heure de comportement, de savoir-être. Voilà. Et je pense que parce que nous sommes des êtres humains, et là, on ne se connaît pas très bien tous. Et je trouve que ça a pris très vite parce qu'on est des êtres humains, qu'on est ouvert, qu'on est à l'écoute, qu'on est curieux. Donc surtout, il ne faut pas qu'on change. Et que voilà, devant l'adversité, l'humain a beaucoup de choses à faire et à dire encore pour aller plus loin. Merci Catherine, en tout cas, pour ce petit message de résilience. Et merci de nous accueillir ici, parce qu'on est dans le beau lieu du hub, l'usine à Sainte-Marie, que je vous invite à venir voir pour ceux qui le souhaitent. Mot de la fin, mon cher Stéphane. J'allume mon micro, je suis désolé, une mauvaise manipulation. Merci de votre participation, évidemment. Merci de participer à l'inventaire des enjeux, des solutions qu'on peut trouver à l'extérieur. Je veux dire, les axes de travail sur lesquels les uns et les autres nous avançons. Nous sommes ravis à Digital Réunion d'organiser ce type de conférence parce que ça nous permet également de sensibiliser et de montrer à nos auditeurs sur quoi les problématiques de demain peuvent s'inscrire et comment nous pouvons les approcher et travailler avec cette vision qu'on peut avoir des organisations de demain avec le numérique dans les entreprises. Donc oui, c'est très important pour nous, ce type de conférence.
Ça ne s'arrête pas là, c'est-à-dire qu'on essaye de s'approprier évidemment ces enjeux, de comprendre les meilleures solutions qui peuvent être adaptées à notre territoire et d'avancer avec le maximum de partenaires et les autres filières dans cette direction-là. Donc voilà, merci en tout cas de votre participation une nouvelle fois et j'espère que nous pourrons continuer à travailler ensemble longtemps et pour le meilleur de nos territoires, même les vôtres d'ailleurs. Voilà, c'était le mot de la fin. Merci pour cette conférence sur les nouveaux modèles organisationnels de l'emploi et de la formation à l'ère du numérique. À suivre, on va rester dans les enjeux et on va parler d'intelligence artificielle. En tout cas, merci à tous, ceux du plateau et ceux également à l'étranger, Singapour et France du côté d'Arnaud. Merci pour ces échanges extrêmement enrichissants et à très bientôt, je l'espère.